Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Une gigantesque panne d'électricité paralyse la capitale camerounaise. Une partie de Yaoundé est plongée dans le noir. Une situation critique qui fait suite à l'incendie qui a ravagé l'un des principaux postes du réseau électrique de la ville. Multiplication des arrestations d'activistes au Sénégal, une dizaine depuis 2012. Les associations de défense des droits de l'homme interpellent le gouvernement. Au Togo, les autorités décidées à remettre de l'ordre sur les routes. Dans le pays et à compter du 20 septembre, ces contrôles renforcés à l'égard des motocyclistes qui doivent désormais déposer obligatoirement du permis A. Mais avant de développer ces titres, la signature de l'accord de transition par le Conseil militaire et la contestation soudanaise. C'était ce samedi à Khartoum. Il a été signé par Mohamed Hamdan Daglo, le numéro 2 du Conseil militaire, et Ahmed Al-Rabi, représentant de l'Alliance pour la liberté et le changement. Fer de lance de la contestation, le texte remplace la Constitution en vigueur et organise les institutions pour une période de 39 mois. Et les premières étapes de cette transition devraient suivre la signature avec l'annonce ce dimanche de la composition du Conseil souverain en majorité constitué de civils. Dans les rues de la capitale, une foule s'est rassemblée toujours ce samedi pour célébrer la signature de cet accord qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Dans l'actualité, toujours en bref, 17 marins, 9 Chinois et 8 Ukrainiens ont été enlevés après l'attaque de 2 navires commerciaux dans les eaux territoriales du Cameroun. Les opérations se sont produites jeudi à quelques heures d'intervalle au large de Douala, le grand port du pays, frontalier du Nigeria. Des attaques probablement menées par des pirates nigérians, indiquent les autorités maritimes camerounaises. Ce type d'incident est fréquent dans le golfe de Guinée, devenu l'épicentre de la piraterie maritime mondiale, avec des attaques qui ont doublé depuis 2017, servant généralement à obtenir une rançon en échange de la libération de marins. On reste au Cameroun avec le réseau électrique qui demeure fortement perturbé à Yaoundé depuis l'incendie survenu le 7 août et qui a partiellement endommagé l'un des principaux postes du réseau électrique de la capitale. Conséquence, plus de la moitié des 3,5 millions d'habitants de la ville sont privés d'électricité, une situation amenée à durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le point sur la situation avec Corinne Kamzefem. Yaoundé, la capitale du Cameroun, sort peu à peu de l'obscurité. Après un incendie qui a occasionné une panne géante au poste BRGM, les ménages, les commerces et les bureaux du service public et privé de la ville sont de nouveau alimentés par le réseau public d'électricité. Selon Eneo, la société en charge de la production et la distribution de l'électricité, la reprise normale va se faire progressivement avec des réparations qui pourraient durer entre 3 et 6 mois. Toutes les parties prenantes sont à pied d'œuvre pour remédier à une situation dont chacun mesure la gravité et que l'on veut voir se normaliser au plus vite. L'ampleur des dégâts aura requis l'acquisition de nouveaux équipements et, par voie de conséquence, un délai supplémentaire de temps nécessaire à la réalisation des travaux appropriés par les ingénieurs sur le terrain. Depuis le 7 août 2019, environ 28% des habitants de la ville de Yaoundé sont privés d'électricité. Au centre-ville, les coupures ont duré plus de 5 jours avant une reprise ce 15 août. La question, elle est là, parce qu'en fait, à l'époque, lorsque c'est l'État lui-même qui gérait, on n'avait généralement pas eu à faire face à autant de délestage. Mais depuis lors, il y a eu des travaux d'entretien qui n'ont pas été menés. Celui qui était là, qui est le président du Sénat actuellement, il était vraiment dans son élément. Le gouvernement a entrepris la construction de plusieurs barrages hydroélectriques et des centrales de gaz. La mise effective en activité reste attendue pour les ouvrages dont la construction est achevée. Au Sénégal, les associations de défense des droits de l'homme dénoncent les arrestations d'activistes. On dénombre une dizaine depuis l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall. Tous ont été arrêtés pour offense au chef de l'État. On parle notamment de Guy Marius Sagna, arrêté en juillet pour ses publications sur les réseaux sociaux. Il y a aussi le journaliste Adama Gaye, très virulent à l'égard du pouvoir. Autant d'arrestations qui, pour beaucoup, menacent directement la liberté d'expression. Reportage entre correspondants. El Hadjon Ndiaye.
Depuis 2012, plusieurs activistes sénégalais ont déjà été accusés ou reconnus coupables des faits d'offense au président Macky Sall. Récemment, après l'activiste Guy Marius Sagna arrêté le 6 juillet 2019 pour des publications sur les réseaux sociaux et qui bénéficie de liberté provisoire, le journaliste Adama Gaye a été lui aussi inculpé pour les mêmes faits. Déjà, nous trouvons que nous avons un État policier qui passe à traquer les gens selon leurs opinions. Nous avons donné le pouvoir à des gens et nous avons le devoir de donner notre opinion sur leur gestion et même sur eux-mêmes. Selon les observateurs, l'article 80 du Code pénal qui sanctionne les délits d'offense au chef de l'État devrait être adapté aux réalités démocratiques à défaut d'être supprimé du Code pénal, un avis contraire à celui de l'avocat Djibril War. La liberté au sens du terme, c'est le droit de faire ce que les lois permettent. Même dans l'état de nature, il y a des règles, parce que c'est la loi du talion. Mais dans l'état civilisé que nous sommes, il appartient à chaque citoyen d'être le garant, le gardien, le protecteur de ce droit de liberté. Environ 7 personnes ont été inculpées de 2012 à 2017 pour offense au président Macky Sall, soit pour des caricatures ou pour délits d'opinion. Les autorités chercheraient-elles à réduire au silence certains citoyens qui jouissent pourtant du droit d'expression? La question alimente de plus en plus les discussions. Tolérance zéro vis-à-vis des motocyclistes qui ne seraient pas en règle à partir du 20 septembre. Au Togo, pays qui enregistre depuis des années une série d'accidents graves sur les routes, notamment liés aux motos, les conducteurs de 2 roues ont désormais l'obligation d'obtenir le permis A. C'est un reportage d'Emefa Kofi. Depuis l'annonce du permis de conduire obligatoire pour les motocyclistes qui entrera en vigueur dès le 20 septembre, c'est l'inquiétude du côté des conducteurs de moto. L'obligation d'avoir son permis de conduire est contenue dans la loi portant code de la route votée en juin 2013. Le code pour le permis A, comme nous sommes toujours à moto, nous n'avons pas ce permis, donc nous avons jugé bon de nous conformer à la loi. Donc, ce qui nous a motivés à venir faire la formation. 3178 accidents de circulation, dont 354 pertes en vie humaine, ont été recensés au premier semestre 2019. À la direction des transports routiers et ferroviaires, une formation gratuite au code de la route à l'intention des conducteurs des engins à 2 roues est lancée depuis 2017. Ce programme prend en compte 5000 conducteurs d'engins à 2 roues. Pratiquement à chaque examen, il y a au moins 2500 candidats qui viennent s'inscrire pour passer les permis de conduire. 2% et même des fois 0,5% seulement qui sont des candidats pour le permis de conduire catégorie A. À ce jour, 2500 conducteurs d'engins à 2 roues ont bénéficié de cette formation gratuite au code de la route. En 2014, le nombre de véhicules au parc automobile togolais est estimé à 344 000, dont 250 000 motos. Et zoom sur la 5e édition des ateliers vacances qui se tient au Burkina Faso, une initiative de l'association Napam Beogo qui propose des activités pratiques et ludiques aux enfants durant les vacances scolaires. Reportage entre correspondants, Jean-Paul Ouedraogo. Pour leur 5e édition, les ateliers vacances Napam Beogo se déroulent au sein de l'espace culturel Main du Monde, 6 à Gungue à Ouagadougou. Cette année, environ 150 enfants et jeunes âgés entre 6 et 17 ans bénéficient d'une immersion dans les arts plastiques, notamment la bande dessinée et l'agroécologie. Il s'agit, selon les initiateurs, d'occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires. C'est une réponse concrète aussi à une problématique locale, c'est-à-dire comment élargir les propositions d'activités pendant les temps libres des scolaires. On les a mis par groupe, par le groupe de 10 ou du groupe de 15, chaque palette, et eux-mêmes ils ont tracé les lignes et ils ont fait eux-mêmes les pépinières. Outre la sensibilisation sur l'environnement, l'activité vise aussi à permettre aux enfants de se développer sur le plan mental. Entre découverte et initiation, la pédagogie utilisée par les encadreurs professionnels suscite de l'enthousiasme et parfois même de nouvelles vocations. Mon expérience ici est vraiment très enrichissante. On a appris à faire des semis de tomates et de salade. Et aussi nous faisons un cours de dessin et je m'en sors pas mal. Plus tard, si je veux, on peut faire un jardin. Parce que nous, on a un jardin à la maison et j'aide parfois mon père à planter.
En guise de clôture de la saison des ateliers vacances, un vernissage sera organisé le 28 août 2019 afin de présenter aux parents et au public l'ensemble des œuvres créées dans le cadre du projet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.